Bonsoir. 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 Oui, ça va. De toute façon, vous m'entendez là? Non? Ah, ok. Bonsoir. Arthur Noziciel, je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette salle pour ce premier Rencontrer l'histoire de la saison. S'il y en a qui viennent pour la première fois? Ok. Alors, ce cycle, Rencontrer l'histoire, sous la responsabilité de Patrick Boucheron, est un rendez-vous qu'on a imaginé, c'est la 3e saison, afin de créer des liens entre le théâtre, ce que propose le théâtre, je parle du plateau, et accessoirement cette maison, dans ces liens, avec un prolongement, on va dire, dans une vision plus large, plus vaste, d'une façon d'inscrire ce que peut raconter le théâtre dans le champ de l'histoire, et tel que Patrick l'envisage, c'est-à-dire aussi de manière beaucoup plus large que cette simple discipline ne saurait recouvrir. Je crois que ton discours d'introduction au Collège de France était que peu l'histoire, et quelque part, nous, c'est que peu le théâtre. Et c'est dans cet échange que se situent ces rendez-vous. Donc il y en a 8 ou 9 par saison qui sont un peu en écho, une sorte de caisse de résonance de ce que la saison, les spectacles racontent. Je dis raconte parce qu'on essaie de construire une saison qui n'est pas juste un catalogue de spectacles, mais quelque chose qui est un voyage, une expérience artistique, une expérience intellectuelle, spirituelle, que les spectacles construisent ensemble sur le cours d'une saison. Cette première soirée, et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter Joël Gaillot, voilà, qui est journaliste à Télérama et qui rejoint l'équipe du TNB afin justement de continuer de mettre en place, de proposer tout ce qui est des rendez-vous, rencontres, débats qu'on aime bien penser en plus des spectacles pour que l'expérience de venir au théâtre soit pas juste une expérience d'assister à un spectacle, mais que quelque chose se prolonge ou s'éclaire à travers ces rendez-vous. Cette première soirée, j'allais dire sous le grand patronage de Feu Notre-Dame, oui. Et vient en contrepoint d'un premier spectacle. Alors, en général, notre petite soirée inaugurale, il y a la rencontre avec Patrick suivie d'un spectacle, et qui est une introduction de Patrick au spectacle qui ouvre la saison. Là, on est un peu décalé dans le temps, mais ce spectacle commence mercredi ou jeudi prochain, je crois. Jeudi. Architecture de Pascal Rambert, un texte qu'il a écrit, mis en scène, et qu'on a créé au Festival d'Avignon cette année, qui ouvrira la saison du TNB ici, et qui raconte l'histoire d'une famille à Vienne entre 1904 et la Nuit de Cristal, et comment cette famille d'intellectuels, penseurs, architectes, designers, philosophes, confrontés à la montée du fascisme, reste en état de sidération dans la déflagration de la Première Guerre mondiale, avec une question que va poser Pascal Rambert, qui est si eux, à ce moment-là, n'ont rien pu faire, nous, avec les outils que nous avons aujourd'hui, comment se fait-il que nous soyons aussi désemparés? C'est un résumé très rapide de ce que le spectacle raconte, mais en tout cas, Patrick s'est saisi de cette opportunité pour ce soir vous proposer le grand incendie de Notre-Dame de Paris. Et je lui passe la parole, je vous remercie. Et le prochain rendez-vous, on annonce tout de suite, c'est le 9 novembre. Ouais. Hein, c'est le 8 novembre. Le 8 novembre, dans le cadre du festival TNB. Voilà, vous aurez les informations bientôt, mais notez la date du 8 novembre. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir, vraiment, de vous retrouver, si nombreux. Et en même temps, j'ai déjà vu ça quelque part. Cette situation-là, celle que nous sommes en train de vivre, vous et moi, je l'ai déjà vécue. Moi qui vous parle, vous qui êtes là, devant moi, je vais vous dire ceci, vous allez me répondre cela, comme si nous étions au théâtre, comme si tous les soirs, nous répétions un texte écrit par avance
et écrit par quelqu'un d'autre que nous. C'est une expérience étonnante tout de même. Alors, rencontrer l'histoire, tu parles, comment rencontrer l'histoire quand tout semble se répéter, quand rien de neuf n'arrive, que l'on ait déjà vécu, semble-t-il, quand, au fond, ce qui survient est immédiatement saisi comme une reprise ou un retour ou une réminiscence ou une récidive, appelez ça comme vous voulez, en tout cas quelque chose qui était toujours déjà là, avant moi, qui sera devant moi, c'est-à-dire aussi, c'est bien le problème, derrière moi. Ne croyez pas que je vous raconte cela simplement parce que la situation présente s'est déjà produite, comme l'a rappelé Arthur Nosiciel, que je me suis moi-même déjà produit dans cette situation, puisque cela fait effectivement, oui, la 3e année que j'ai l'honneur, le grand plaisir, d'introduire de la sorte une saison par ce genre de monologue qui fait un prélude décalé à une pièce que l'on va voir. En 2017, c'était Jules César, et alors j'avais avant tenté de montrer que tous les chemins ne menaient pas à Rome. La Dame aux Camélias, c'était en 2018, et j'en avais profité pour invoquer l'esprit de l'histoire. Et cette année, avec Architecture, c'est une pièce que l'on va voir, mais pas ce soir, un peu plus tard. Là, vous avez quartier libre, hein, ce n'est pas désagréable non plus, il fait beau. Et c'est, au fond, ce délai, ces quelques jours d'attente, d'espérance, que je veux explorer, cet entretemps. C'est la portion de durée qu'en tant qu'historien, je me plais à habiter, l'entretemps. C'est même d'ailleurs un peu obsessionnel. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'entretemps. J'anime une plateforme Internet qui s'appelle entretemps.net, vous pouvez regarder, et qui va d'ailleurs se faire l'écho de ce cycle Rencontrer l'histoire. Et cette attente, ce suspens, qui n'est pas un suspense, c'est drôle comme phrase à dire, puisque au fond, elle ne s'anime qu'en la prononçant. À l'écrit, ça ne veut rien dire, suspens, suspense, suspense, suspense. Eh bien, c'est de cela dont je voudrais vous parler. Parce qu'au fond, c'est aussi, vous l'allez voir, ce dont parle effectivement Architecture. Architecture, des personnages sont embarqués, ils voguent sciemment, les yeux ouverts vers la catastrophe, ils la voient venir de loin, de très loin, ils ne cessent de la dire, bruyamment, ils la disent sur tous les tons, ils n'en peuvent plus de la dire, ils insistent, c'est lassant, et pourtant, elle arrive. Ils la reconnaissent parce qu'il semble qu'ils l'ont déjà vue. C'est comme le nez au milieu de la figure, c'est cela, ce que Pascal Rambert appelle le sang qui se présente à nouveau. Et ma question, évidemment, parce que c'est la question de l'histoire, de ce à quoi elle peut malgré tout servir. Si elle prévient de choses qu'elle ne parvient pas à prévenir. Je veux dire, si elle les voit venir, mais ne les empêche en rien. Et si elle les voit venir parce qu'elle croit les avoir déjà vus. Et si l'histoire n'est que cela, cette double vue, cette répétition, cette impression qu'on a déjà vu cela, que cette scène a déjà eu lieu, que je sais ce que je vais dire et que je me souviens de ce que vous allez dire. Ça va comme ça avec les voyages, avec l'architecture, justement. Dans son voyage en Orient, publié en 1835, Lamartine raconte comment, voyant les ruines de Baalbek, pour la première fois, il s'étonne de ne les avoir jamais vues auparavant. Il s'en étonne, oui, car, je cite, « Je n'ai presque jamais rencontré un lieu et une chose dont la première vue ne fut pour moi comme un souvenir. » On voit comme un souvenir la première chose que l'on voit. Et il y a des villes ainsi, Rome, qui nous refusent l'émotion des commencements.
où la première fois qu'on y va, on l'a déjà vu, parce qu'on en a tant entendu parler, et que, au fond, ce sont des retrouvailles. Alors le poète romantique exagère, il exagère toujours, c'est pour ça que c'est un poète romantique, mais qui n'a jamais vécu cette bizarrerie de perception qui, rabattant la sensation sur le souvenir, donne l'illusion du déjà-vu. C'est une perception très commune, une sorte de trompe-l'œil temporel qui fait au fond se rabattre, se superposer l'ici sur l'ailleurs, l'alors sur le maintenant. J'ai déjà été ici, j'ai déjà vu ceci, j'ai entendu cela, je me suis déjà entendu le dire. Et il y a plus, ou pire, c'est que pendant un bref moment, je sais ce que l'on va me répondre si je dis ce que j'ai déjà dit jadis. Car puisque ce court-circuit me fait le spectateur d'un souvenir de ma vie, alors je peux aussi prédire ou du moins anticiper la scène suivante. Me voici donc placé temporairement au bord de l'écoulement du temps. Je le regarde passer. Il ne m'emporte plus, mais du coup, c'est moi qui file, mon identité se démaille, et j'assiste impuissant comme étranger à moi-même à l'échappement de la personnalité, tandis que se relâche l'attention à la vie. Je le répète, chacun a connu cet accident de perception qui est comme un rêve inversé. C'est-à-dire que le réel prend un air d'illusion. Et chacun sait que ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui a beaucoup troublé d'Aristote à Augustin. Tous les philosophes en parlent pour nous rassurer, en fait, pour nous dire que c'est un trouble psychique sans profondeur métaphysique. Et d'ailleurs, les neurosciences ne démentent pas ceci en décrivant aujourd'hui ce qui serait, semble-t-il, une sorte de minuscule et fugace orage épileptique qui désynchroniserait temporairement les deux hémisphères cérébraux et déphaserait donc dans les lobes temporaux la vision archaïque et la vision immédiate, c'est-à-dire qu'on confondrait en fait ce qu'on voit avec un souvenir. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, et Henri Bergson l'avait déjà écrit en 1908 dans un texte fameux qui est intitulé « Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance ». Un titre de théâtre, « Le souvenir du présent ». J'aime beaucoup ce titre. Il renvoie à ce que Guillaume Lachenal a écrit dans une chronique de Libération hier, que je vous conseille, qui sont les risques du passé. Ça veut dire qu'au fond, Bergson analyse la sensation de déjà-vu à partir de la contemporanéité entre perception et souvenir, qui sont deux expériences qui, d'ordinaire, sont de même nature, mais pas de la même intensité. Et au fond, c'est d'une nostalgie contemporaine caractéristique du destin des survivants dont il s'agit, écrit-il. Bref, chacun fait l'expérience même subreptice de la confusion des temps, mais cela ne nous suffit pas pourtant, alors que tout pourrait nous y inviter. Cela ne suffit pas pourtant à nous convaincre de la nécessité de remettre en cause nos catégories robustes du passé, du présent et de l'avenir. C'est-à-dire que l'histoire, comme toujours, en sort indemne. L'histoire, dans ses grands agencements, on accorde seulement à l'idée de vie antérieure un crédit poétique, mais sans conséquence sur le cours ordinaire de notre existence. On lit Lamartine, Baudelaire, Proust, on lit Ungaretti, on lit Walter Benjamin, mais au fond, on n'y croit pas. Et pourtant, ce qui se voit là, me semble-t-il, dans cette brèche, c'est ce dont je veux vous parler. Et pour vous en parler, je vais me déplacer vers un souvenir récent, celui d'un événement pour lequel les images bégayent, qu'au moment où on le voyait, on a cru qu'on l'avait toujours déjà vu, en posant une question apparemment simple, qu'avons-nous vu le 11 septembre 2001 ? Qu'avons-nous vu vraiment ?
Alors là, je pense que vous commencez normalement à vous inquiéter, les uns se souvenant de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que Bergson est aussi un philosophe de l'égarement. Ils se disent, bon, au fond, quand on dit « je m'égare », ça veut dire qu'on sait où on va. Des autres compulsant nerveusement leur Bible, façon de parler, disons, le tract, où il y a un titre, le grand incendie de Notre-Dame de Paris. Troisième, se souvenant peut-être que Jacques Roubaud a écrit le grand incendie de Londres, qui parlait de toute autre chose que du grand incendie de Londres, et dont l'important est le sous-titre « Récit avec incise et bifurcation ». Donc, faites-moi confiance, on y va. L'essentiel, au fond, c'est d'introduire la saison sur cette question de l'effondrement. Alors, je reprends. Qu'avons-nous vu le 11 septembre 2011 ? Nous avons vu, croyons-nous, les tours jumelles du World Trade Center tomber et retomber sans cesse, interminablement. L'une puis l'autre, coup double, puisque, effectivement, les terroristes avaient organisé la scène pour qu'un premier avion attire les caméras devant lesquelles le deuxième avion allait, un quart d'heure plus tard, effondrer la deuxième tour, la tour sud, faisant de cet événement le plus filmé, le plus photographié au monde, faisant de ces images, qui font le tour du monde, en boucle, indéfiniment répétées, un acmé de la répétition, puisque, en moyenne, on a calculé qu'au bout d'une demi-heure, les images reviennent toutes les 2 minutes et demie à la télévision, en moyenne. Clément Chéroux, qui est un historien de la photographie, a consacré un livre à cet événement visuel, qui est en fait un des rares livres de sciences sociales sur le 11 septembre, qui a été saisi par la littérature, mais assez peu, au fond, par les sciences sociales. Et ce qu'il montre, c'est que la puissance de l'événement a aiguisé la représentation en peu d'images indéfiniment répétées, qui était un des thèmes que j'ai abordé dans les 2 années précédentes, à travers différents dispositifs. On avait organisé un atelier d'autodéfense contre les images. Enfin, ça revenait toujours à peu près à cette même question, qui est qu'au fond, un événement, c'est ce qui advient de ce qui est advenu, à partir du moment où un discours à la fois sature de mots un espace et aiguise, au fond, la représentation pour finalement atteindre une rareté iconographique. Clément Chéroux montre par exemple, c'est extraordinaire, que dès le lendemain, 12 septembre 2001, il analyse les 401 de la presse américaine. Je le répète, d'un événement qui avait été organisé pour être le plus filmé et le plus photographié du monde. Et le lendemain, il n'y a plus que 4 photos. La première, la plus puissante, c'est celle effectivement de l'avion qui tape la tour sud. Bon, hein, c'est ce que voulaient les terroristes. Donc ça, d'une certaine manière, le piège médiatique a parfaitement fonctionné. La deuxième, c'est le nuage au-dessus de Manhattan, nuage de fumée, les ruines de Ground Zero en troisième, les avions qui se rapprochent en quatrième, et ces 4-là font 95% de la représentation. Les 5% restants sont des drapeaux américains. Et le lendemain, déjà, il n'y a pas de corps, pas de visage, très peu, pas de reste humain. Ce qui, effectivement, est donné à voir, c'est la souffrance du bâtiment. Architecture. Un événement, effectivement, plus il est incompréhensible, plus il s'aiguise d'un coup. Au feu de la confusion des temps, il s'aiguise. Au feu de notre incapacité à le saisir, il s'aiguise. Il s'effile au tranchant
d'une atroce sélectivité. Jacques Derrida, dans le concept 11 septembre, a montré au fond que cette répétitivité, cette réitération, au fond, elle a toujours pour effet protecteur, je le cite, de neutraliser, d'amortir, d'éloigner un traumatisme. D'où effectivement ce paradoxe du 11 septembre. L'événement le plus photographié fut aussi celui dont le traitement médiatique fut le moins diversifié, produisant une profusion d'images et la sensation de voir toujours la même. Et au moment où on la voit, ce n'est pas seulement que ces images se répètent, c'est qu'en se répétant, elles répètent quelque chose qui leur est antérieur. Et voilà comment l'analyse de Clément Chéroux sur la mise en boucle débouche sur la question du déjà-vu. Et voilà comment le livre sur lequel je m'appuie pour l'instant s'intitule « Diplopie », qui désigne en ophtalmologie le trouble de celui qui voit double. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours dire qu'effectivement les événements sont préparés, sont préfigurés par les fictions annonciatrices, que évidemment le cinéma américain avait de toute façon depuis des années organisé, mis en visibilité l'effondrement de grandes architectures, et que le blockbuster, d'une certaine manière, au fond, prévenait l'événement, sans le prévenir. Oui, sans doute, et cette capacité de la fiction à donner, à voir par avance la politique à venir, est-ce qu'à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse. Bon. Il y a aussi le moment où on va dire un mot, et que disant un mot, on aiguise le regard. Le mot qui va être dit en boucle, ce 11 septembre, c'est infamie. En l'explicitant parfois un jour nouveau de l'infamie, a new day of infamy. Ce qui veut dire, dans la culture américaine, un second Pearl Harbor. Parce que, précisément à ce moment-là où on s'apprêtait à commémorer le 60e anniversaire de Pearl Harbor, tous les Américains se souviennent normalement d'une phrase prononcée par Franklin Roosevelt au lendemain de l'attaque qui précipite l'entrée en guerre des États-Unis, hier, le 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais frappée d'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces aériennes et navales du Japon. Donc, si on dit infamie, un nouveau jour d'infamie, ça veut dire on va rentrer en guerre. Ça veut dire on va rentrer en guerre comme au temps de Pearl Harbor. Ça veut dire, disent très vite, effectivement, les contestataires, Susan Sontag, Noam Chomsky, ça veut dire qu'on va s'approcher, au fond, on va évoquer avant-hier pour ne pas voir hier. Hier, c'est la guerre du Vietnam, c'est évidemment Hiroshima et Nagasaki. Les caricatures vont donner à voir cet hier, mais on va tout de suite se raccrocher sur avant-hier. Ça veut dire aussi pour les complotistes, si c'est comme Pearl Harbor, il faut d'ailleurs se souvenir que vraisemblablement Roosevelt avait été au courant de l'attaque quelques jours avant et l'avait laissé faire, c'est donc. Donc vous voyez, au fond, tout se décide en quelques jours, en quelques heures, et la question, au fond, c'est que cette manière de voir double nous fait croire, alors que ce n'est pas vrai, que l'histoire bégaie, qu'elle recommence, qu'elle récidive. Mais est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, moi qui ne suis pas spécialiste de ça, qui suis médiéviste, à quoi je sers ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a partiellement brûlé. Et là, d'une certaine manière, l'image
n'avait pas immédiatement de référent. Une tour est tombée, une flèche. Il n'y avait pas effectivement cette poétique du nuage, de la nuée, car la nuée dit la cendre retombera. C'est le grand incendie de Notre-Dame. C'est le brasier. Et ce brasier, il provoque ce que l'anthropologue Daniel Fabre a appelé une émotion patrimoniale de portée mondiale, comme vous le savez, qui est une catastrophe sans victime humaine, comme... alors, Daniel Fabre est mort, malheureusement. C'était un grand anthropologue, mais il avait fondé cette notion d'émotion patrimoniale à partir justement de vous vous en souvenez sans doute, de la tempête de 1999 et de la chute des grands arbres, et en particulier des grands arbres du château de Versailles. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que soit aussi touché, ému par une catastrophe sans victime, après tout? Un bâtiment qui tombe, c'est bien regrettable. Mais voilà, Notre-Dame n'avait jamais été détruite jusque-là, c'était une bizarrerie de l'histoire, une sorte de rattrapage. Je vais vous montrer tout à l'heure que ce n'est pas si grave, que c'est même peut-être une aubaine scientifique. Mais ça, les archéologues ne vous le diront pas, mais ils le savent et ils le sentent. Et ce que je voudrais effectivement essayer d'aller chercher, c'est le rapport entre l'émotion patrimoniale, la notion d'effondrement, la catastrophe écologique, la forêt brûle, la charpente, on l'appelle la forêt, et l'idée au fond que ce sentiment de déjà-vu, il blesse la durée. C'est un sentiment de la perte, un deuil où l'on se sent, on se découvre mortel. La reverrai-je de mon vivant? Et ce qui s'exprime, c'est donc la relation qu'on entretient avec le passé. Alors, peu importe, moi, comme tout le monde, l'intensité, l'ampleur de cette émotion collective m'a un peu surpris. J'étais pas là, puis j'habite Paris de toute façon, donc s'il y a bien quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est Paris, c'est un Parisien, voilà, puisqu'il l'a sous les yeux et donc par définition, il n'a aucune idée de ce que représente Paris dans le monde. Et c'est précisément, au fond, pour garder intacte ma capacité d'étonnement que j'espère être historien. Parce que pour moi, un historien ne cherche pas à éteindre l'irruption fracassante de l'événement en prétendant l'étouffer par l'impassibilité des longues durées. Il n'est pas nécessairement le pompier de ses propres émotions, même si lui-même ne les ressent pas vraiment. Il doit, au fond, tenter d'inscrire dans la durée un fracas de l'événement. Lors des attentats parisiens de janvier 2015, j'avais tenté de faire ce récit, non pour l'expliquer, mais pour l'inscrire, pour m'exercer à ce métier d'homme qui consiste à nommer, dater, pour ralentir l'oubli, pour prendre date. C'était le titre du livre que j'avais écrit avec Mathieu Riboulet et dont je vous reparlerai, dont on vous reparlera, j'espère, cette saison. Mais ça n'a rien à voir parce que, évidemment, le plus indigne de la réaction
au grand incendie de Notre-Dame, c'était de le comparer à des attentats meurtriers qui avaient détruit des vies, ou pire encore, le comble pour moi de l'indignité, et peut-être dans le titre du journal de la droite italienne Il Giornale, c'est le 11 septembre de l'Europe chrétienne. Le 11 septembre de l'Europe chrétienne. Et en réalité, lorsque je dis que l'événement n'avait pas de précédent visuel, c'est absolument pas vrai. Parce que ce sur quoi fonctionne ensuite la mobilisation collective, émotionnelle, financière, etc., c'est sur cette diplopie. Voilà. Et là, même si c'est très désagréable tant effectivement l'asymétrie est obscène, si c'est très désagréable à entendre, il faut effectivement l'affronter, parce que voilà pourquoi nous faisons de l'histoire, pour ne pas se laisser piéger, me semble-t-il, par de tels discours d'identification mensongère, c'est-à-dire préserver la qualité d'une émotion collective, ce que Jean-Christophe Bailly appelle l'émotion de l'appartenance, sans effectivement ne rien céder à ces identifications emboîtées. Bien sûr, il y a l'image vue du ciel d'une cathédrale qui brûle et dont le brasier dessine un crucifix en feu. Mais c'est l'architecture. Les églises sont bâties ainsi. Lorsqu'elles brûlent, c'est la croix qui brûle, puisque ce sont des églises en croix latine. Et ce qui revient d'un coup, c'est une très vieille histoire, qui est celle justement de la matérialisation de la communauté chrétienne dans une tradition occidentale, uniquement occidentale, qui ramène effectivement l'Église avec un grand E dans l'Église avec un petit e, qui monumentalise l'ecclésia, c'est-à-dire la notion d'Église et au-delà d'universel, dans un bâtiment, qui rompt avec l'ensemble d'une tradition, en particulier juive, et qui va être reprise évidemment par les religions réformées, qui font évidemment du cœur de chaque fidèle le temple dans lequel se rassemble l'Église. Mais nous vivons, je veux dire nous, l'Europe chrétienne, je retire le nous, l'Europe chrétienne vit justement architecturée par une croyance qui n'a rien de chrétienne, qui en fait date de la réforme grégorienne, donc qui est un second christianisme, qui fait qu'au fond ce sont des bâtiments qui viennent structurer la communauté. Et que lorsqu'un bâtiment souffre, alors, par métonymie, c'est, oui, l'Europe chrétienne qui est en feu. Donc, Il Giornale n'a pas tort au regard de l'histoire. Il exprime une croyance médiévale. Le seul truc qu'on pourrait leur dire, c'est qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Mais pour un médiéviste, c'est intéressant de voir un très vieux truc revenir de si loin, intact, inentamé, possiblement meurtrier. Une croix en feu. D'autres images, Ku Klux Klan, etc. Une croix en feu. Et qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que cela ne fait pas seulement un sentiment religieux. D'ailleurs, s'il y a bien une cathédrale qui a pour spécificité de ne jamais avoir été uniquement l'église de l'évêque, c'est bien Notre-Dame de Paris, qui est, au fond, la réverbération architecturale de la
de l'histoire de sa propre nationalisation. J'avais dirigé un petit bouquin, un opuscule qui s'appelait L'histoire mondiale de la France. J'ai regardé dedans où ça parlait de Notre-Dame de Paris. Ça parlait une première fois de Notre-Dame de Paris en 1287 pour suivre un tailleur de pierre parisien à Uppsala en Suède qui allait faire une église à la manière des Français, opus Franzigenum, qui veut dire en fait de l'œuvre de la monarchie française. Donc ça disait effectivement que l'importation des modèles gothiques ne désignait pas simplement un emprunt de forme, mais une fidélité politique. Et puis ça poursuivait par le vœu de Louis XIV, je crois, de Louis XIII, pardon, qui dédie la France à la Vierge en 1638, et puis le sacre de Napoléon en 1804, et enfin De Gaulle qui donne le Te Deum à la libération de Paris. Donc toutes ces dates étaient politiques, en fait. Et si on veut effectivement faire l'histoire de Notre-Dame, qui devient au fond une église nationale officieuse, c'est l'histoire du XIXe siècle. C'est-à-dire que, plus précisément, cet emboîtement-là, embarrassant, entre nation, religion, capitale, Paris, Notre-Dame, le kilomètre zéro, indique n'est que l'ombre portée de l'impossibilité d'imposer un sacré républicain. Ou pour le dire autrement, Notre-Dame n'est que, au fond, le reflet de l'échec du Panthéon. À construire, mais après tout, je veux dire, pourquoi on a un monument pour ça, pour les grands cérémoniels républicains. Pourquoi aller à Notre-Dame? Qu'est-ce qui manque à la République pour que le catholicisme demeure le premier registre d'expression du sentiment national? D'où la dispute. Alors je pose à nouveau la question. Quel peut être le rôle d'un historien médiéviste de surcroît lorsque surgit un événement comme le grand incendie de Notre-Dame de Paris? D'une certaine manière, le 15 avril 2019 donne l'occasion d'appliquer un programme que je présente ici depuis quelque temps, 3 ans en tout cas, qui est qu'au fond, rencontrer l'histoire, c'est dépayser la modernité. C'est la penser, c'est-à-dire la déplacer, c'est-à-dire la dépayser, c'est-à-dire la contrarier, c'est au fond compliquer notre généalogie. Et comprendre que souvent, lorsqu'on nous parle de quelque chose, la République, on nous parle d'autre chose, l'Ecclésia, le plus ancien, qui vient de loin, qu'on ne voit pas, sauf au moment où ça flambe. Et là, ça se voit. Et là, on comprend. Être médiéviste, face au grand récit envahissant de l'émotion mondiale qui consiste effectivement, qui accompagne le grand incendie de Notre-Dame, ça consiste d'abord à rappeler que ce qu'on appelle médiéval est, pour l'essentiel, l'ombre portée du XIXe siècle. Le meilleur exemple étant évidemment les gargouilles de Notre-Dame, dont Michael Camille a magnifiquement montré qu'on les prend pour les grimaces du Moyen-Âge, alors qu'elles sont en fait les masques de la modernité. Les masques d'une modernité effectivement baudelairienne, du spleen face à la transformation de la ville haussmannienne, mais c'est ça, au fond, que donne à voir les gargouilles de Notre-Dame, avec une imagerie, les 54 sculptures de Viollet-le-Duc et même postérieures souvent, étant de bout en bout un bestiaire du XIXe siècle. Et puis évidemment, je ne vais pas faire l'affront de parler de Victor Hugo,
de Notre-Dame de Paris, qui fait évidemment de cette émotion une émotion globale, mais évidemment, lorsqu'on parle de Victor Hugo, ce n'est pas de Victor Hugo dont on parle. C'est du bossu de Notre-Dame, et c'est des cadenas d'amour sur le Pont des Arts, c'est de toute une pop culture qui s'autorise du nom de Victor Hugo. Donc, le premier travail d'un historien qui veut rencontrer l'histoire, c'est de dire ce que vous appelez le Moyen-Âge n'en est vraiment pas un. C'est effectivement la poursuite, la continuation par d'autres moyens d'une histoire lente, longue, heurtée. Et tout ça est vrai. Oui, mais sauf que ce qui est tombé ce jour-là, l'effondrement du 15 avril 2019, c'est pas simplement la flèche de Viollet-le-Duc qui périt dans les flammes du Grand Brasier. C'est la charpente. Et c'est là-dessus que je voudrais, pour terminer, parler un peu. La grande charpente. La charpente de l'édifice, qui datait du XIIIe siècle. Non, elle ne datait pas du XIIIe siècle. Elle est depuis le XIIIe siècle. Elle est là depuis le XIIIe siècle. C'est un paradoxe temporel qui est vieux comme Platon, c'est le tête-tête. Vous savez, où on a une barque, et puis elle est faite de planches, et dès qu'une planche est pourrie, on la remplace, et à partir de quand on va commencer à dire que c'est plus la même barque. Si toutes les planches ont été plusieurs fois, maintes fois changées, mais nous-mêmes, dans les cellules qui connaissons une transformation, un chahut cellulaire complet tous les 7 ans, en quoi sommes-nous autorisés à nous dire identiques à nous-mêmes? Nous aussi, nous nous transformons, nous nous adaptons en permanence. Donc, déjà, ce n'est pas une charpente du XIIIe siècle, c'est une charpente depuis le XIIIe siècle. Donc, elle a effectivement une durée qui, effectivement, nous permet de ramener jusqu'à nous un passé très ancien qui devient notre contemporain. Voilà pourquoi, effectivement, rencontrer l'histoire, pour moi, en tant que médiéviste, c'est aller à la rencontre de la partie la plus ancienne de notre passé actif, toujours vivant, intégré. Révéler ce qui demeure inaperçu tant que ce n'est pas découvert, c'est-à-dire exposé au danger. Et si l'on voulait filer la métaphore, on pourrait dire ceci: ce qui architecture nos sociétés contemporaines, ce qui les fait tenir, est quelque chose comme une charpente médiévale. C'est-à-dire que nous sommes charpentés par quelque chose dont j'essaye de faire l'histoire, qui est ancien, déplaisant, théologico-politique, qui est une structure d'autant plus contraignante qu'elle demeure invisible, l'histoire consistant au fond à l'exposer, et entendez exposer comme ça, là, théâtralement, c'est-à-dire mettre en scène, mais entendez aussi exposer comme ça, théâtralement, c'est-à-dire mettre en danger. Donc exposer le passé qui architecture notre modernité, c'est effectivement mettre à jour les structures profondes de ce qui nous contraint sans qu'on le sache et qui nous contraint d'autant plus efficacement que cela demeure inaperçu. Par exemple, c'est ce que Pierre Legendre, le philosophe, juriste, psychanalyste, écrit à partir des travaux d'Ernst Kantorowicz. Le Moyen-Âge a énoncé la vérité anthropologique des fondements de la modernité européenne, c'est-à-dire posé avec précision par des métaphores la structure logique de l'identité, toujours en jeu dans les constructions institutionnelles, combinant la mort, le pouvoir, la parole. La mort, le pouvoir, la parole. Nous sommes là au cœur, sans doute, de nos propres hantises contemporaines, la mort, le pouvoir, la parole.
La cathédrale est un monument du pouvoir, destiné à vaincre la mort par un certain usage de la parole. Et c'est comme ça que je vois pour ma part la charpente médiévale des sociétés contemporaines. Elle ne renvoie pas seulement aux fondements obscurs de la théologie politique, nous serions constitués, architecturés par une sorte de squelette religieux sur lequel, effectivement, on aurait une sorte d'écorce politique. Ça renvoie à l'agencement rationnel d'un langage. Au moment où les cathédrales s'effondraient, mais s'effondraient sous le feu des bombardements, Rodin avait sculpté deux mains jointes, comme ça, et avait appelé cette sculpture la cathédrale. Tout le monde pense que c'est parce que ce sont deux mains qui prient. Mais elles ne font pas que prier, elles se contrebutent. Une cathédrale, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un système de force et de contre-force. Un système d'échappement de puissance qui fait que, au fond, par le jeu rationnel des forces contraires, une architecture s'élève en s'allégeant et s'allège en s'éclairant. C'est ce que Erwin Panofsky, dans Architecture gothique et pensée scolastique, a montré, c'est-à-dire qu'il y a une analogie, c'est-à-dire un rapport de proportion entre la parole affrontée, le débat, et la cathédrale est fille de la moisson, disait Peggy, parce qu'effectivement, elle est payée par l'impôt que l'évêque fait peser sur les campagnes. Donc voilà, cette pompe aspirante de l'énergie de l'économie rurale qui vient refouler vers l'économie urbaine. Mais elle est aussi la fille du chantier urbain, en tant que Jacques Le Goff l'a montré, elle est effectivement contemporaine du grand chantier de l'université. Et donc il y a là une forme de rationalité qui fait, pour ma part, mon Moyen-Âge. Alors, que restera-t-il de tout ça ? Dans Courir les rues, en 1967, Raymond Queneau imaginait des fouilles du parvis de Notre-Dame en l'an 3000. Et il écrivait ceci: « C'est le Paris de l'an 2000 qui se prépare à grands cris, et certains cherchent de l'an 1000 quelques traces, quelques débris. On creuse, on fouille, et l'on excave, on s'obstine et on ne trouve rien. Mais en l'an 3000, peut-être un moteur antédiluvien. » Au moment où il écrit cela, en 1967, il y a des projets qui vont ensuite être exaltés par Pompidou de faire de Notre-Dame une sorte de rond-point. Avec, vous savez, d'organiser une grande autoroute urbaine avec effectivement les bagnoles, c'était le fantasme à ce moment-là, qui allaient tourner autour de l'édifice. Ça ne s'est pas fait. Bon. Cela dit, comme ça ne s'est pas fait, on veut croire qu'une cathédrale est faite pour orner une place, ce qui n'est pas du tout le cas non plus, ce qui est une sorte de fantasme architectural du XIXe siècle. Mais ça veut dire, au fond, ce qui m'intéresse dans cette sorte d'utopie archéologique qui fait que qu'est-ce qu'on garderait finalement de notre modernité, un moteur d'avant la catastrophe, d'avant le déluge, moteur de bagnole, c'est que l'incendie de la Charpente, elle fait comprendre ce que j'appellerais volontiers le paradoxe archéologique, qui est que pour comprendre, il faut détruire. Ce que Walter Benjamin appelle le principe destructeur. Tant que c'est en place, on ne voit pas.
Pour comprendre, il faut détruire. Un archéologue détruit la source qu'il exhume. Il ne fait pas que dégager des structures, il démonte le mur, et le démontant, il le comprend. Pour les professionnels, bon, on est triste, hein, bien sûr, hein, mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est bien. Pendant 10 ans, 15, 20, 30, il n'y aura personne. On va faire enfin les fouilles archéologiques qu'il faut. On va tout comprendre de ce monument qui était le moins connu de tous les monuments gothiques. Vous allez me dire, la charpente est par terre, mais ça n'a aucune importance. Qu'elle est brûlée ne change rien avec la dendrochronologie actuelle qui, à partir des cendres calcinées, peuvent à peu près tout reconstituer. On va pouvoir effectivement refaire à la fois l'histoire de cette charpente. En fait, il y en a 3. Il y en a une du chœur de 1220, il y en a une autre du transept de 1230-1240, mais qui remploie une plus ancienne de 1160-1170. On va pouvoir en fait comprendre d'où viennent ces arbres, beaucoup mieux que s'ils étaient toujours là-haut, parce qu'ils sont au bas, et ils sont à nous. Et il y a des programmes du CNRS, etc. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir reséquencer une histoire du climat qui nous manque au XIIIe siècle. Parce qu'on peut effectivement reconstituer bien mieux que si c'était en haut, et en place, et intact, des techniques aussi étonnantes et contre-intuitives que ça puisse sembler, mais je le répète, pour comprendre, il faut détruire, des techniques de construction. Et là, tout est contre-intuitif. Par exemple, on appelle ça la forêt. C'est au mieux un bois. La charpente de Notre-Dame, c'est environ 1000 fûts. Okay, 1000 chênes très jeunes, de 60 ans, qui font 25 à 30 cm de diamètre, qui étaient équarris à la hache, qui faisaient pour 97% d'entre eux 12 mètres ou moins, petits, qui étaient même pas sciés, donc qui étaient effectivement mis avec leur propre courbure, dans une structure, ça c'est vrai, très savante, qui était très chargée, mais qui était indéformable. Et donc, au total, pour couper 1000 chênes de 12 mètres, très jeunes, c'est à peu près 3 hectares de forêt. Pour mémoire, il y a 6 millions d'hectares de chênes en France. Donc, on va y arriver. On se dit, mais c'est un truc incroyable. Ils ont mis des siècles. Les comtes de Beauvais, qui sont à peu près la même, il y a 975 troncs au lieu de 1000, c'est à peu près pareil. Les comtes de Beauvais, je peux vous dire, c'est 20 charpentiers pendant 19 mois, au XIIIe siècle. Bon, donc, voilà, tout est contre-intuitif. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Ce n'est pas une affaire. Et pourquoi on en fait une affaire? Parce que nous, ce qu'on voit derrière le grand incendie de Notre-Dame, c'est la forêt qui brûle. Notre forêt. La forêt de la terre. Notre modernité. Je conclus. Il paraît que c'est ainsi que nous allons achever la saison du TNB cette année, par Mes frères, de Pascal Rambert également. Une histoire de langage, de désir, d'écorce. Et le programme dit une plongée dans les archaïsmes qui nous structurent et les liens familiaux qui nous rattrapent. C'est très exactement ça. Nous voici d'une certaine manière revenus à la question d'architecture, cet art de l'insinuation
et de la domination. Et nous voici revenus à cette question obsédante. Est-ce que le passé revient? Est-ce que prévenir suffit à le prévenir? La nuit de cristal, 1938. La récidive, écrit Michael Fossel dans un livre qui s'appelle 1938, Récidive. Entendez à la fois au sens juridique, judiciaire, et au sens médical. En médecine, on n'appelle pas seulement récidive une reprise des hostilités sur ce champ de bataille qu'est un corps humain quand revient la maladie, mais le fait qu'une même maladie peut affecter ce corps à deux périodes différentes de sa vie organique, faisant douloureusement éprouver ce sentiment tragique de la vie entre le flux et la stase. Et effectivement, comme le renouvellement d'un délit s'appelle aussi une récidive, et que c'est en droit une circonstance aggravante, nous sommes amenés effectivement à réfléchir à ce que serait une récidive. En lisant Michael Fossel, par exemple, ou en lisant un livre qui, tiens, c'est étrange, paraissait au même moment, avec le même titre, d'Hélène Cixous, 1938, Nuit. Hélène Cixous qui reste dans sa nuit d'Osnabrück en Basse-Saxe, qui cherche à comprendre. Je cherche, écrit-elle, je cherche à comprendre pourquoi Omi, ma grand-mère, s'y trouvait encore en novembre 1938. Pourquoi sa fille était partie, sa fille, la mère d'Hélène Cixous, Ève, qui a fui en 1933, alors que la grand-mère, elle, y est encore, dans la nasse. Qu'est-ce que la fille a vu en 1933 que la mère n'a pas vu pour être là encore en 1938? Tout s'annonçait pourtant, avec cette question subsidiaire que je cite d'Hélène Cixous: qui veille là-haut ou au fond de nous à ce que nous obéissions comme des insensés aux démons du contretemps? Le démon du contretemps. Pourquoi on agit toujours à contretemps? Pourquoi on ne voit pas les choses venir et qu'on s'alarme de ce qui ne vient pas? Qu'est-ce que la fille a vu en 1933 que sa mère n'avait pas vu? En 1933, et j'en termine tout à fait par là, une femme qui s'appelle Dorothy Thompson, qui est la première femme à diriger une rédaction à l'étranger, le New York Post, à Berlin. En 1933, Dorothy Thompson est la première correspondante à obtenir une interview exclusive d'Adolf Hitler. C'est un scoop. 1933. C'est une femme américaine. Son reportage, I Saw Hitler, j'ai vu Hitler, paraît quelques semaines avant le 30 janvier 1933. Il lui vaudra d'être expulsé d'Allemagne. Il commençait ainsi, c'est extraordinaire, théâtral. Quand je pénétrais enfin, parce qu'évidemment ça avait été difficile à obtenir, quand je pénétrais enfin dans le salon d'Adolf Hitler, au Kaiserhof Hotel, j'étais convaincu de rencontrer le futur dictateur d'Allemagne. Il me fallut moins de 50 secondes pour être sûr du contraire. Il m'a juste fallu ce laps de temps pour prendre la mesure de l'insignifiance édifiante de cet homme qui a mis le monde en émoi. Il est informe, presque
dépourvu de visage, un homme dont l'expression relève de la caricature, un homme au physique qu'on dirait cartilagineux, sans os. Il est inconséquent et volubile, déséquilibré et anxieux. C'est le prototype même du petit homme. Pourquoi, malgré cette terrible méprise, ce reportage est-il devenu célèbre? Pourquoi? Alors que, vous avez bien entendu, elle dit, quand j'arrive, je suis persuadé que je vais voir le futur dictateur de l'Allemagne, et dès que je le vois, il ne faut pas une minute pour dire, bah oui, bah non. Et pourquoi elle va défendre toute sa vie? Elle aura raison. Ce texte. Dorothy Thompson, c'est l'épouse de Sinclair Lewis, le premier écrivain américain à obtenir le prix Nobel, qui publie en 1935, à l'approche des élections présidentielles où la possibilité d'une victoire d'un candidat fasciste aux États-Unis est discutée, un roman dystopique, par ailleurs très médiocre, intitulé « It Can't Happen Now ». Ça ne peut pas arriver maintenant. Qui a été d'ailleurs traduit par Raymond Queneau en 1937 sous le titre « Impossible ici ». Et qui connaît d'ailleurs aujourd'hui un regain d'actualité. Pourquoi? Parce que Dorothy Thompson présente ainsi ce roman en 1935. Aucun peuple ne peut reconnaître à l'avance son dictateur. Il ne fera jamais campagne en prônant la dictature. Il se présentera toujours comme un instrument de la volonté nationale. Quand notre dictateur viendra, vous pouvez être certain qu'il défendra les valeurs américaines. Et personne ne lui dira « Heil ». Personne ne l'appellera Führer ou Duce. Il sera accueilli avec de grands bêlements démocratiques. « Ok, chef, fais comme tu veux pour arranger la situation, chef. » Dorothy Thompson a vu Hitler. Elle l'a vu sans son double. Derrière lui, il n'y avait ni Napoléon, ni Frédéric II, ni Alexandre le Grand, tout ce que, effectivement, la propagande nazie s'employait à présenter comme ses préfigurations. Elle l'a vu comme un idiot. L'idiot aussi au sens de ce qui ne se dédouble pas, ce qui est singulier, ce qui ne se disloque pas, ce qui reste ici. C'est cela qui l'a trompé. On se laisse toujours tromper par l'idiotie. Il vaudrait mieux ne pas s'y laisser prendre avec facilité, se souvenir de ce que 30 ans plus tard, en 1963, face à Eichmann, lors de son procès à Jérusalem, elle aussi pour écrire un reportage dans The New Yorker, Hannah Arendt découvre ce qui est horrible peut non seulement être ridicule, mais aussi franchement comique. Et peu importe au fond que Dorothy Thompson se soit trompée sur le diagnostic. On n'attend pas des intellectuels qu'ils disent l'avenir, mais qu'ils nomment l'aujourd'hui. Sa description était parfaitement exacte. Elle a compris que ce qu'elle avait sous les yeux était une idiotie, sans image, ni délai, sans réplique, ni répit. Elle a vu juste, parce qu'elle n'a pas vu double. Elle a vu que ça n'avait pas de précédent. Elle a cru que parce que ça n'avait pas de précédent, ça n'aurait pas d'avenir. Elle a vu que tout cela était incompréhensible, terriblement dangereux, que tout cela allait bientôt soulever une tempête telle qu'elle ne fut même pas préfigurée par Macbeth. Elle a vu que c'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Merci.
Arthur, tu es toujours là? On se disait, tu viens mon petit bonhomme? Sois pas timide. Il fait trop chaud pour qu'on engage un débat ou pas? Les gens en ont marre, on ne sait pas ça. Un débat, comme dans les dossiers de l'écran, tu sais. Il y a un film avant. Il y a ensuite, on met des cravates en lainage. C'est-à-dire, parce que moi, enfin, je sais pas, je laisserais bien résonner aussi tout ce que tu viens de raconter, mais... Sauf si les gens veulent dire quelque chose, le public, il est roi. Hein. Roi. Souverain. Et c'est plus pour toi, hein, s'il y a des questions. Vous avez des questions pour Patrick? Bah non. Des questions, des réflexions? Monsieur? Ça marche, ouais. Je voulais revenir quand vous parlez d'effondrement. Donc vous dites que, en effet, c'est intéressant pour la recherche, etc. Voilà, quand un arbre s'effondre, c'est bien, on peut regarder dedans, mais j'imagine que derrière, vous voulez dire aussi que le fait que ça s'effondre, ça met le regard sur la chose, plus généralement au-delà du côté pratique. Oui. Est-ce que, au-delà de se satisfaire de ça, bien que voilà, pratiquement on peut se satisfaire, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer de se satisfaire de faire ces choses en amont un petit peu? On a quand même des instances en France, vous parliez de République, on a l'école, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se satisfaire de prévoir ces choses-là? Tout comme je pense, enfin moi là-dedans j'ai la sensation qu'il y a un petit peu le même discours que certaines personnes en France qui sont présentes, qui pensent, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'un passage de certains partis totalitaires, qui peuvent être considérés comme, serait nécessaire pour recommencer le cycle. Est-ce qu'on ne pourrait pas se satisfaire plutôt d'une réflexion en amont pour changer ça? Je vous remercie beaucoup parce qu'effectivement, si j'ai fait croire ça, qui est très exactement ce que je redoute le plus, c'est-à-dire cette sorte de, comment dire, de petits frissons des intellectuels qui se disent, bon bah tiens, s'il faut y aller, autant y aller maintenant, quoi, et qui sont souvent ceux qui ne risquent rien à cet empressement. C'est vraiment pas ce que j'ai voulu dire. Bien sûr qu'il vaudrait mieux prévenir. Mais là, j'étais au fond dans l'idée qu'il y a des choses cachées qui ne se révèlent que lorsqu'elles rentrent en crise ou lorsqu'elles s'effondrent. Voilà. C'est-à-dire que là, je parlais juste de l'architecture de nos sociétés qui se révèle à elles-mêmes dès lors, effectivement, qu'elles sont en danger. Mais encore une fois, ce n'est pas un impératif que de les connaître, c'est d'une grande tristesse. En réalité, si je disais ça, c'était en pensant peut-être, mais je vous remercie beaucoup parce que ça me permet de le redéfinir, à Claude Lévi-Strauss. C'est-à-dire que Claude Lévi-Strauss sait au fond qu'on ne connaît une société que si elle est en crise, si elle est en train d'être détruite, si elle est en train effectivement de s'effondrer. Mais c'est ce qu'il dit dans Triste Tropique, ça reste quand même très, très triste. Il préférerait que les sociétés soient inconnaissables. Mais il sait que s'il y va, l'ethnologue, et si on lui parle, et s'il comprend ce qu'on dit, et si les mythes ne sont pas justement obscurs, si d'une certaine manière on accepte de répondre à ces questions, c'est que quelque chose est déglingué dans la société. Je pense que c'est de ça dont parle architecture. C'est-à-dire justement de cette frénésie de langage, en fait, qui ne console pas de ce qui vient, mais qui effectivement déborde parce que justement, qui déborde au moment où ce bateau ivre sur lequel ils sont, immobiles, mais au fond irrésistiblement guidés vers l'abîme, approche du bord de la catastrophe. Ce que tu disais au tout début était très juste sur une part
devient assourdissante, tellement elle est logorique, tellement elle est répétée, tellement elle est obsessionnelle, pour finir par devenir du son, plus que du sens, et finalement occulter, sans, pas s'empêcher de voir, mais créer un écran en fait entre ce qui arrive et la peur de voir venir. Ouais. Il y avait monsieur aussi qui avait... Oui, je ne sais pas trop si je vais pouvoir exprimer parce que c'est très, très profond. En tout cas, votre discours est remarquable. Vraiment, vous remuez des choses très profondes. J'avais envie de vous dire, finalement, il faut tout détruire. Cette cathédrale, on la fout par terre, on en fait une autre, une nouvelle, et puis au diable le passé, et puis voilà. On veut tout détruire, on veut détruire les racines chrétiennes, on veut plus croire, on veut plus, donc on veut autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était impossible, mais ils ne le savaient pas, ils l'ont fait. Ils ont cru et ils ont fait. Et je suis certain que si on ne croit pas, on n'y arrivera pas. Alors, j'avais une question qui me venait tout de suite là. La définition de la France, enfin le slogan, c'est liberté, égalité, fraternité. Et j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps que la fraternité avait été rajoutée fin du 18e, fin 1800 et quelques, je ne sais plus le dire. Et si on ne croit pas en l'homme, si on ne croit pas en Dieu qui aime l'homme et qui est la base même du christianisme, hein, si on ne croit pas, comment peut-on rêver? Oui, je suis bien d'accord avec vous. Je pense que c'est une affaire d'architecture, justement. La devise républicaine est placée au fronton des mairies pour, ça c'est très clairement dit par voilà, les fondateurs de la Troisième République, pour nous faire lever les yeux vers ce qui n'est pas encore accompli. Parce que la fraternité, c'est quand même un horizon. Bon. Donc il ne s'agit pas de défendre quelque chose, mais il le plaçait si haut pour l'espérer. Hein. Mais, encore une fois, vous m'amenez à... C'est compliqué, je sais bien que ce que j'ai raconté un peu sur le fil du rasoir, il n'y a aucun dandysme de l'Apocalypse, vraiment. Je voulais juste dire qu'une charpente médiévale, ça se reconstruit en quelques mois. Par ailleurs, les travaux vont durer longtemps et il faut les refaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Il n'y a aucune destruction irrémédiable. L'incendie du musée de Rio, c'est une destruction irrémédiable. Si vous voulez, c'est... vous savez, le grand malentendu sur le patrimoine, ce que j'appelais l'émotion patrimoniale, et pour ça que j'insistais sur les savoir-faire, c'est, vous savez, de toute façon, on va refaire Notre-Dame avec les matériaux, etc. Bien sûr, parce que c'est beaucoup plus simple en réalité, et c'est comme ça que ça va se faire, quoi qu'on dise. Avec de la charpente, des chênes, c'est très très simple. Ne serait-ce que parce que la France est signataire de la Charte de Venise sur la préservation du patrimoine architectural. Mais le Japon, par exemple, n'est pas signataire de la Charte de Venise. Pourquoi? Parce que pour un Japonais, être fidèle à une tradition, c'est refaire avec des gestes traditionnels. Et peu importe que toute la matière soit détruite, pourvu qu'on refasse. Et donc, la seule chose, c'est pour ça que j'insistais un peu sur l'aventure de savoir. On va mieux savoir la refaire, si vous voulez. Je ne suis pas du tout le cœur sec là-dessus. Hein. Je ne sais pas si je suis clair. D'ailleurs, c'est le week-end prochain, les Journées du patrimoine. Ben oui. C'est demain même. Hein. C'est demain. C'est demain. Journée du patrimoine, avant architecture. Ouais. Monsieur voulait dire un mot. Non, je voulais juste savoir pourquoi, enfin, au-delà des charpentes
cathédrales ou d'églises, mais pourquoi s'intéresser essentiellement à des charpentes historiques et non pas aussi préhistoriques? Ah. Vous en connaissez des charpentes préhistoriques? Ah, mais moi j'adore ça. Ah non, mais moi j'adore ça, la préhistoire. Vous ne pouvez pas savoir. En fait, c'est ça qui me botte le plus. Hein. Et effectivement, si on veut parler de ce qui nous structure de manière archaïque, ça c'est mes frères, non? Ah, vachement, ouais. C'est vraiment mes frères. Je sais que je crois comprendre, hein, je ne l'ai pas vu. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment, dans la programmation, me semble-t-il, du TNB, dont je cherchais juste à proposer une lecture, la question de l'effondrement, mais aussi une énergie à aller repuiser dans, disons, une forme d'archaïsme avec ce motif de la forêt qui est continu, même plus précisément de l'écorce, hein, tout à fait. Qui là, effectivement, nous renvoie à des choses très anciennes, bien sûr. C'est d'ailleurs intéressant, regarde de la saison, que autant d'artistes, alors peut-être que nous on a été aussi attirés par ces projets, mais néanmoins c'est qu'il y a d'un seul coup énormément de projets qui arrivent, qui sont portés par des artistes, que ce soit en danse, théâtre, même musique, cinéma, qui d'un seul coup ne le prennent pas juste comme paysage, mais quasiment comme sujet. L'écorce, la racine, la structure, la maison, la forêt. C'est intéressant, je veux dire, juste comme signe de quelque chose. La cabane. La cabane. Et ouais, ça doit faire sûrement écho à une angoisse, qui n'est pas juste une conscience politique ou sociopolitique, une angoisse beaucoup plus souterraine, beaucoup plus inconsciente, donc oui, souterraine, qui traverse en ce moment, qui nous traverse, et dont eux-mêmes rendent compte à travers l'intérêt qu'ils ont d'un seul coup pour des spectacles liés à cette matière-là, ouais, quelque chose qui vient de très loin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.